Oui, voilà, c'est ça. Parce que vous avez dit, bon, finalement, ça délite, c'est ça? D'abord, je parle pour moi. Mm. Dans un moment donné dans mon chemin, euh, il y a certaines choses que j'ai pu trouver des réponses et trouver parfois débloquer certaines choses grâce à un passage plus dans le corps, notamment la sophrologie et aussi les MLC, le mouvement de libération des cuirasses. Mais après, c'est le chemin de chacun. Mais je pense que la thérapie verbale est tout à fait pertinente Oui. et c'est à chacun de sentir et de se sentir prêt et de trouver son chemin. Et je dirais que les thérapies verbales, quelle que soit leur approche, ont tout à fait leur pertinence et sont absolument, je dirais même parfois incontournables. Pour ma part, j'ai rencontré les approches psychocorporelles plus tard dans mon chemin de thérapie. Je pense que si ça peut être associé peut-être dès le départ et si la personne est réactive, en tout cas est réceptive à une approche corporelle, psychocorporelle, ça peut être tout à fait en complément. Mais je ne pense pas que ça se substitue. Mais les gens qui viennent à la sophrologie savent qu'il n'y aura pas un énorme travail sur la parole. En général, de toute façon, Ils savent que ça ne sera pas ça le truc. il y a quand même de la parole parce qu'on on demande toujours à la personne comment elle se sent, on fait un petit état des lieux du jour. Ah oui, quand même, oui. Et puis à la fin de chaque séance, on met, si on le souhaite, des mots sur le ressenti Ah de la d'accord. séance. Ah très bien. Donc il y a une part verbale, mais la vraie approche et technique est vraiment par le corps, faire Voilà. vivre des choses dans le corps de la personne, en passant par la respiration, en utilisant la visualisation et en travaillant sur les états de conscience modifiés. Alors je voudrais qu'on continue sur un autre sujet qui est en rapport, enfin moi il trouve un rapport, c'est, bon ça va peut-être vous paraître surprenant comme question, c'est par exemple le fait d'utiliser des cartes par exemple. C'est assez la mode, on voit dire voilà vous tirez une carte pour savoir des choses. Est-ce que vous prenez ça au sérieux? Est-ce que ça fait sens? Parce que en plus on peut les rédiger comme on veut. Chacun, c'est pas forcément le tarot classique, ça peut être une sorte de carte que les gens inventent en disant voilà, vous sortez, vous tirez. Parce que là on n'est pas non plus dans le verbal, c'est-à-dire que c'est pas la personne qui va parler d'elle-même, c'est quelque chose qui va parler à travers elle, mais c'est. Alors moi j'ai pas une pratique de ça, donc je pourrais difficilement. Non, mais quel est votre avis quand même? Après je pense que quand on tire, quelle que soit une carte, c'est pas la carte qui parle, je pense qu'on écoute quelle résonance cela fait pour la personne et on laisse, je pense, et de ce que je peux connaître, on laisse faire le chemin éventuel de la signification de cette carte, de ce qui peut être écrit et de voir et de laisser la personne parler, ressentir ce que cette carte, ce mot ou cette image, ce symbole fait naître en elle. Et je pense que un certain nombre de jeux de cartes qui s'inscrivent dans un développement personnel, les personnes qui ont créé ça, c'est souvent à l'issue de longues années d'expérience où ils associent différentes pratiques. Mais après, je ne suis pas suffisamment pertinente et spécialiste pour je disais parce que c'était une façon aussi de ne pas directement partir de la personne. Enfin, de partir de ce qu'elle va dire, mais de la faire. Bah, finalement, la carte, c'est quand même un acte manuel, si on peut dire. C'est un acte physique. Bien sûr, et puis c'est. Voilà, en général, comme effectivement les tarots, etc., comme tout ça s'inscrit dans la tradition de Jung aussi. Voilà. La tradition jungienne, en fait. Aussi, oui, bien sûr, jungienne, bien sûr. Absolument, oui. Même le hiking, etc. Voilà, on va dire que peut-être il n'y a pas de hasard et que le geste conduit à prendre telle ou telle carte. Voilà. C'est pour ça qu'il y a une résonance et une signification, bien sûr. On passe quand même on sort du verbal pour aller vers du gestuel. Et alors, pour être dans cette même direction, mais vous pouvez très bien esquiver la question, qu'est-ce que vous pensez des gens qui sont attirés par l'astrologie, par exemple? Là encore, au lieu de parler, on va donner sa date de naissance et puis on va travailler, on va aboutir à un dessin, un schéma, un mandala. Je pense que toutes les approches finalement sont intéressantes dans la mesure où elles résonnent et qu'elles sont justes dans le chemin de la personne. Voilà. Et à partir du moment où on va voir des personnes qui peuvent justifier d'une expérience, d'une compétence. À chacun de trouver ces outils. Et je trouve que l'intérêt d'ailleurs d'un salon comme le salon des thérapies permet justement
d'aller découvrir différentes approches qui sont toutes complémentaires et qui, de toute façon, chacun y trouvera ce qui va résonner pour lui, ce qui va être juste. Ça permet une ouverture, ça permet de connaître et de s'ouvrir à de nouvelles approches. Alors, parce que finalement, vous avez une facilité d'expression intéressante. Vous parlez tout à l'heure de cette espèce d'état dans lequel on devait se mettre, comme cela, relaxation, enfin, c'est pas le mot que ça peut employer. L'état de conscience modifié, voilà. Et en sophrologie, c'est d'amener la personne à l'état du bord du sommeil. C'est vraiment à la limite. Hein, vous parliez aussi d'hypnose un petit peu tout à l'heure, oui. C'est-à-dire que parfois pour rendre la sophrologie, on va dire, accessible pour les gens qui ne connaissent pas, on peut dire que c'est une hypnose légère. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la personne reste vraiment en conscience et c'est vraiment le déploiement de la conscience qui est important. Donc on est beaucoup moins sur des suggestions, on va dire, très directives. Oui. Par rapport à un certain type d'hypnose, on va dire. Mais alors, finalement, est-ce que il y a une sorte d'élargissement du champ de la conscience, quelque part? C'est ce qui est recherché. Oui. D'accès à des dimensions nouvelles. À sa propre dimension déjà. L'état de conscience, c'est être pleinement conscience de tout ce qui se passe d'abord en nous, dans notre corps, de pouvoir être en connexion avec tous nos ressentis corporels, avec notre conscience, la conscience de soi, la conscience du monde, la conscience de l'environnement, de tout ce qui nous entoure. Et effectivement, de ce déploiement avec la conscience grâce aux visualisations et à l'utilisation d'images, en fait, de voir les capacités illimitées, le potentiel illimité de la conscience qui permet finalement de nous déployer, de venir à la rencontre de nos propres ressources, de le vivre et de déployer cela. Est-ce que ça peut réveiller des talents, des dons, des potentialités? Ça peut activer, ça peut effectivement mettre en contact. Quand on se dit se contacter son corps, contacter effectivement ses ressources, contacter son être, il peut y avoir effectivement la découverte, peut-être, effectivement, en tout cas, si la personne, pour différentes raisons dans son parcours de vie, a peut-être, on va dire, mis un voile sur toute son émotivité, tout ce qui l'a fait vibrer dans son corps, avec les sens, et qu'elle peut, à travers un travail, une approche sophrologique, retrouver, activer, ressentir de nouveau à travers ses sensations, les cinq sens. Elle peut peut-être retrouver effectivement le chemin de sa propre créativité, et dans ce chemin-là, il peut y avoir effectivement la reconnexion à un médium qui peut être créatif, qui peut être artistique éventuellement. Mais je dirais que beaucoup plus de façon large, c'est peut-être permettre à la personne de retrouver sa propre créativité qui n'est pas nécessairement liée à une discipline ou à un déploiement dans une discipline artistique. Est-ce que c'est une façon de se connecter avec ce qu'on appelle le soi? Je sais pas, enfin... Alors là, je ne me lancerai pas sur ça, parce que le soi, en fonction des approches, quelles que soient les approches psychologiques, les différentes approches, on ne va pas y mettre le même sens. C'est vraiment un large discours là. Mais disons à un certain niveau de soi-même. De connaissance de soi, de conscience et de connaissance de soi, c'est sûr. Alors, pour terminer un peu notre entretien, est-ce que par exemple ça peut avoir des effets positifs au niveau par exemple de la sexualité? Il peut y avoir. Est-ce que ça peut réveiller ou améliorer surtout chez les hommes par exemple? Je pense que ça peut être aussi chez les femmes, j'imagine. Mais il y a effectivement, la sophrologie peut s'adapter à un travail qui peut aller venir chercher la sexualité, mais je dirais que ce qui peut être intéressant là, c'est vraiment d'aller, par exemple, avec des thérapeutes ou des psychothérapeutes spécialistes de la sexologie, on va dire, et qui pourront avoir cet outil à leur corde. Mais voilà, donc ça peut être tout à fait, et il y a un certain nombre de psychothérapeutes spécialistes. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas qu'un sophrologue travaille avec ses spécialistes, mais que ces spécialistes s'initient à la sophrologie plutôt.
Disons que ça peut être la sophrologie peut être un bon outil complémentaire Oui. pour faire vivre certaines choses à travers le corps. Voilà. Donc, personnellement, dans la formation que j'ai fait en sophrologie, on a eu une formation sur sophrologie et sexualité. Ah ben Et justement. c'était une psychothérapeute qui était sexologue et qui était sophrologue. Voilà, ça peut être tout à fait complémentaire et intéressant, bien sûr. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Vous ne vouliez pas ajouter quelque chose, je ne sais pas, par rapport à cela. Alors donc pour dire quelques mots de la personne avec qui vous travaillez, là, enfin ici, à Corvoix, alors pour remettre en perspective, par Oui, exemple, à Corvoix, donc c'est à Corvoix, Muriel Lantignac, qui fait un travail qui est à la fois art thérapeute, coach, et qui est futur thérapeute gestaltiste, voilà, et qui utilise ces différents outils. Elle passe effectivement, elle utilise la voix, elle a été comédienne et chanteuse, et elle associe différentes approches dans un accompagnement. Et l'idée que l'on peut vraiment mettre en valeur, c'est que à travers ces séances individuelles, ces stages qu'elle propose, c'est un vrai travail sur soi, de développement personnel, et qui, dans l'idée qui est de mettre en mouvement et de mettre du mouvement et de créer le changement. Voilà, c'est créer du mouvement et créer du changement dans sa vie, quel que soit le moment dans lequel on est dans sa vie, voilà, de pouvoir créer du changement et créer du mouvement. de toute façon, je reviendrai vers elle Oui, par la suite, oui. mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que vous n'êtes peut-être pas dans le verbal, mais enfin, vous êtes quand même, vous exprimez quand même dans la parole. Oui, mais l'instrument principal du sophrologue est la voix et Ah la oui? parole. Ah, pourquoi? La Parce voix? que l'on guide, Ah oui, c'est ça. Oui, mais c'est quand même on une... guide Oui. les mouvements, on guide la Ah oui, respiration, les d'accord. visualisations, Ah nous oui, guidons. oui, oui. Le sophrologie, l'une des origines, c'est la parole douce et la parole qui calme. Ah oui, c'est pour ça que ça fait penser un peu à l'hypnose, effectivement. Voilà, Parce que, voilà. Et par ailleurs, personnellement, mon premier métier était professeur de français langue étrangère, oui, donc de oui, français pour les étrangers. oui, Donc, et j'étais formatrice en formation. oui. Donc, on va dire que la parole est un outil que je connais et que j'incarne et que j'aime incarner, que j'aime Merci. utiliser. Oui, on le voit, en effet, bravo. Merci beaucoup, Madame Merci à vous. Palmiero.